midi sur la 22, bon midi et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci d'être encore avec nous dans le cadre de cette émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. La parole de l'avocat doit être non celle qui renseigne, mais celle qui fait naître la pensée de l'autre. Je cite ici une phrase de maître Marc Bonan, grand avocat suisse connu pour sa grande maîtrise rhétorique et ses grandes références littéraires, c'est-à-dire son éloquence. C'est au nom de cette élégance de la parole que le prix Mario Stasi, du nom d'un ancien avocat français, grand bâtonnier de Paris, a été décerné, mesdames, messieurs, à notre invité du midi. Il s'agit du jeune avocat militant au barreau de Port-au-Prince, Nathan Laguerre. C'était le 28 novembre 2018 à l'auditorium de la Maison du Barreau à Paris. Qui est-il? Quel est son parcours académique, ses aspirations professionnelles, son engagement? Bref, la place, mesdames, messieurs, à notre invité du midi, Nathan Laguerre, à qui on dit bienvenue sur la 22. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Davidson Sefor, merci de m'avoir invité. C'est pour moi un plaisir de participer à cette émission et pour discuter avec vous autour de la question de l'éloquence de l'avocat, autour de ce prix, le prix Mario Stasi, que j'ai eu l'honneur de remporter il y a près de moins d'une semaine en fait. Nathan Laguerre, félicitations pour ce prix, merci de nous l'apporter. Et encore une fois, on est très heureux de vous recevoir, mais très peu de monde, j'imagine, connaît Nathan Laguerre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Bon, Nathan Laguerre, c'est un jeune avocat du barreau de Port-au-Prince. Il a 28 ans. 28 ans et il est avocat militant depuis tantôt un an. Nathan Laguerre a fait ses études classiques, si je peux me permettre, au collège Cœur de Jésus. Il a terminé les études en 2008 et après il a intégré... On parle de quelle ville? Santo. Santo parce qu'en fait il y en a plusieurs. Il y en a un à Delma et à Anville. J'étais à Santo, moi-même en Plaine. Donc du coup, après mes études, j'ai intégré l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves en 2008 pour boucler mon cursus académique universitaire. Et après, j'ai soutenu mon mémoire de sortie sur le contentieux administratif haïtien, je me rappelle encore. Et après, j'ai intégré le barreau de Port-au-Prince. J'ai prêté serment comme avocat stagiaire en 2015. Et après, j'ai eu la chance de remporter le concours de plaidoirie du barreau de Port-au-Prince, qui m'a valu d'effectuer un stage à Paris, au cabinet de Dominique Tricot. Le prix du barreau, c'était quand? C'était en 2015. En 2015, j'avais à peine 6 mois de stage, en fait. J'ai eu la chance d'avoir le prix. Et après, j'ai été à Paris pour effectuer un stage de 2 mois, à un cabinet d'avocats. Et c'est à partir de ce moment que m'est venu beaucoup de choses, en fait, que m'est venu beaucoup de convictions et que m'est venu également ce goût de la parole. Parce qu'en fait, la question de la parole, ça n'a pas été... Des gens sont nés avec des cuillères en argent dans la bouche, comme on dit. Mais moi, je n'ai pas eu toutes ces facultés à la base. Et si je dis à tout le monde que j'étais bègue quand j'étais gosse et que j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer... Ah ouais? Ouais, mais des personnes diront que ce n'est pas vrai. Mais alors qu'à la base, j'avais beaucoup de difficultés. Je bégayais, c'était très compliqué pour moi de m'exprimer. Et pourquoi cette humilité? Vous dites que vous avez eu la chance d'avoir ce prix, mais gagner un concours, ce n'est pas de la chance. Bon, en fait, il faut toujours un peu de chance. En fait, c'est ce que moi je crois. Parce que de toute façon, quand j'ai fait le concours, j'étais le plus jeune, non seulement en termes d'âge, mais en termes d'expérience. Il y avait des avocats qui étaient déjà militants et qui ne pouvaient même pas rester dans le concours parce qu'ils avaient des dossiers qui ont dû partir à la fin sans même attendre les résultats, lorsque moi, je n'étais que le petit qui venait de prêter serment, en fait. Donc, du coup, je prends tout cela avec modestie, avec humilité, parce que je sais que j'avais beaucoup à apprendre à l'époque et qu'aujourd'hui encore, il me faut apprendre beaucoup de choses. Allons-y pour le parcours. On continue sur... après le concours, il y a eu quoi? Oui, après le concours, donc j'ai été en stage, je suis revenu. Et ce goût de la parole m'est venu. Et après, je me suis entraîné. J'ai été finaliste d'un concours d'art oratoire de la CIB à Yaoundé en 2016. Et après, donc maintenant, il y a eu... j'ai continué avec mes activités professionnelles. Et maintenant, à travers le BDHH, le Bureau des droits humains en Haïti, à travers
la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif également. Et que maintenant, je suis, on va dire, le tenant du titre du prix Mario Stasi. Donc, voilà, c'est un peu ça, un petit parcours, mais j'en sais de beaucoup de combats et de beaucoup de luttes. Bravo Nathan Laguerre. Quand j'ai vu cet article, je me suis dit, un concours de l'éloquence pour des avocats, c'est intéressant, pourquoi ne pas le recevoir? Et vous êtes là avec nous. Mais Mario Stasi, le nom nous dit quelque chose, c'est un ancien bâtonnier, de l'ordre de Paris, c'est un grand monsieur, il est connu pour son éloquence et c'est pour cela bien entendu aussi qu'on attache son nom à ce prix. Mais qu'est-ce que ce prix? Quel est son contenu? Déjà, le fait que ce prix soit réalisé sous le patronage de Mario Stasi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Mario Stasi, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au combat de l'avocat. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à l'éloquence, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à la défense de la défense. Parce qu'il faut rappeler que Mario Stasi, c'est un ancien premier secrétaire de la conférence de stage à Paris, c'est un ancien bâtonnier, c'est un ancien président de la CIB. Et c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie dans les luttes contre le racisme et l'antisémitisme, particulièrement en France et un peu partout à travers l'Europe. Donc, le fait que Mario Stasi, ce prix porte le nom de Mario Stasi, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Mais maintenant, le prix en lui-même est très symbolique. Symbolique parce que dans le concours Mario Stasi, tu défends un avocat, un cas réel, un avocat en danger dans le monde. Et les avocats, ils sont un peu à l'aise en Haïti, si on veut, avec toutes les difficultés qu'il y a, mais les avocats souffrent énormément un peu partout à travers le monde, que ce soit en Turquie, vous connaissez les martyrs de Biloc en Turquie, la chasse aux avocats, que ce soit en Égypte, que ce soit au Mexique, que ce soit en Chine. Alors, il faut préciser pour ceux qui nous regardent qu'un avocat peut être attaqué en justice pour n'avoir pas exercé valablement sa défense. Déjà, et ça, ce n'est même pas le pire qui puisse nous arriver. Le pire qui puisse nous arriver, c'est lorsqu'on est poursuivi tout simplement parce que nous avions fait notre travail. Quand on défend quelqu'un, on a le droit de défendre n'importe qui. Mais des fois, la société n'est pas d'accord. La société ne supporte pas le fait que telle personne ait droit à une défense. Et les avocats sont pourchassés, rien que pour cela. Donc du coup, ce prix qui porte l'avocat à défendre un confrère en danger, c'est quelque chose de très significatif. On appelle ça la défense de la défense. Exactement, c'est la défense de la défense et c'est ce que met en avant ce concours. Donc du coup, pour moi, ça a une double portée et ceux qui ont eu le prix avant moi sont engagés et maintenant je suis obligé de l'être parce que des fois, toutes les publications qui sont faites d'avocats en situation difficile et le prix a été remis par Maître Martin Pradel lui-même, l'avocat des avocats en danger. Donc du coup, on m'associe désormais à toutes ces luttes. Donc du coup, ça a une double portée et ce prix veut dire beaucoup de choses. Pas seulement le fait que ça a été un concours international face à des confrères de très haut niveau, mais surtout parce que ça porte quelque chose. Ok, super. Sur le plan symbolique, on est d'accord. C'est un prix énorme et qui nous rend fiers de vous, Nathan Laguerre, parce que aussi c'est une façon d'initier Haïti par rapport à cette nécessité de défendre aussi les avocats, de montrer aux gens, de dire aux gens voilà ce que c'est véritablement le métier d'avocat et pourquoi on a le droit de défendre, que tout le monde a droit à une défense. On va en parler plus largement, mais sur le contenu. Y a-t-il aussi un pan matériel derrière ce concours? Est-ce que ça vous permet de vous projeter un peu plus en avant dans votre carrière? Bon, il y a un pan matériel, c'est certain, parce que déjà, quand tu reçois la médaille du barreau de Paris, c'est quelque chose de symbolique. Et je me souviens du vice-bâtonnier Basile Adair qui disait que cette médaille n'est remise qu'à de grands orateurs. Donc du coup, on est flatté, le petit haïtien que je suis, de recevoir cette médaille, ça veut dire beaucoup de choses. On ne dit pas ça de soi. Non mais bon, c'est trop de modestie. Bon, je ne sais pas si je suis modeste ou pas, mais je prends toujours les choses, je ne prends pas les choses de haut en fait. Et ça a toujours été toute ma vie. Et c'est ce que je disais à mes amis, ils me demandent qu'est-ce qui a changé après ce concours. Je leur ai dit que mon premier combat actuellement, c'est de rester moi-même parce que j'ai toujours été quelqu'un de très simple. Donc je prends toujours les choses avec humilité et avec modestie. Mais si on veut évoquer cet aspect matériel du concours, maintenant, quand tu reçois la médaille du barreau de Paris, ça veut dire beaucoup de choses. Ça n'a pas de prix, en fait. Mais le concours, il n'y a pas, comment dire, on ne te donne pas de l'argent, on ne te donne pas des sous par rapport à cela, mais
en fait, tu as cette récompense, tu as la médaille du barreau de Paris, tu as également, on m'a donné également un livre qui n'a été édité qu'en 150 exemplaires. Et je l'ai reçu des maîtres de Martin Pradel que j'estime beaucoup. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça s'appelle comment ce livre? En fait, c'est les étoiles, c'est l'histoire des étoiles. Mais c'est quelque chose qui a rapport avec la littérature, on va en parler, parce que généralement les avocats négligent cet aspect-là de la question. On va aborder la question en mais profondeur, sur la question matérielle, je peux dire que c'est exactement ça, et ça te donne une reconnaissance internationale. Absolument. Que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Europe même, des confrères que je ne connaissais pas avant, qui m'appellent, qui m'écrivent pour me féliciter. Et le droit légitime aussi d'être sur ce plateau. Voilà, justement. Parce qu'en fait, et tu me permets, j'ai été invité à être dans le jury l'an prochain. Super. Pour le concours. Donc, quelque part, ça a une valeur. En fait. Absolument, absolument. C'est ce que je voulais savoir. Mais regardons un peu l'intérêt de Nathan Laguerre, jeune avocat militant au barreau de Port-au-Prince pour un concours international. Mais j'ai l'impression, par rapport à la présentation que vous avez faite de vous tout à l'heure, que ça fait partie d'un cheminement. Donc, votre attachement, votre intérêt à participer à ce genre d'exercice, c'est quelle motivation il y a derrière? Je dois une fière chandelle au bâtonnier Stanley Gaston. Et je vais évoquer cela maintenant. Je lui ai dit. Qui vous a précédé dans ce fauteuil? Ouais. Je vais le dire un million de fois parce que je me souviens, lorsque j'ai fait le concours pour la première fois, je ne voulais pas à la base. Je ne voulais pas à la base parce que trop timide, parce que trop stressé, parce que effrayé à l'idée d'affronter, et c'est pas dire des ténors, mais des jeunes beaucoup plus avancés que moi. Et il m'a appelé, il m'a dit, Nathan, je ne comprends pas, il y a un concours au barreau. J'ai vu toutes les inscriptions, je n'ai pas vu la tienne. Et pourquoi tu ne t'es pas fait inscrire au concours? Et alors que j'allais inventer une excuse, il m'a dit, il n'y a pas d'excuse qui tienne. Tu viens au barreau, tu t'inscris, tu participes au concours. C'est ça un mentor. Voilà, et je suis venu et je l'ai fait. Et c'est à partir de ce moment que tout a commencé. Parce que quand j'ai eu le prix, donc j'ai été présélectionné pour la CIB. Donc il fallait que je fasse le concours à la CIB à Yaoundé. Et arrivé à Yaoundé, j'ai fait une découverte énorme. Parce qu'il y a cette façon pour nous autres Haïtiens de voir la question de la plaidoirie, de voir la question de l'éloquence. Et c'est à Yaoundé que je me suis rendu compte qu'on n'est pas loin du compte, mais ce qu'on faisait, en tout cas ce qu'on fait la plupart du temps, c'est propre à nous, c'est dans nos coutumes. Mais il y a une autre façon de voir la question de la plaidoirie, de voir la question de l'éloquence. Et c'est ce que j'ai découvert à Yaoundé. C'est parler de modernité, de modernisation du métier d'avocat? Mais même pas de modernité. Ou de standardisation? Standardisation, je dirais mieux, parce que en fait, il y a de ces techniques qui sont universelles, il y a de ces approches qui sont universelles. Et je me souviens qu'arrivé à Yaoundé, j'étais finaliste et je n'avais pas été classé, je n'ai pas eu de prix. Et je me souviens de mes confrères qui me disaient, mais en fait, à la remise des prix à la soirée de gala, je m'amusais comme tout le monde, j'étais content comme tout. Et ils me disaient, mais non, Nathan, tu ne dois pas être content, ils ont été injustes avec toi, tu aurais mérité mieux, toi, tu es content. Mais je leur ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? J'aime répéter Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais. C'est soit j'apprends, c'est soit je gagne. Et à partir de ce moment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été confronté à ce haut niveau et je me suis dit, je peux atteindre ce niveau également. Et c'est à partir de cela, 2 ans après, je bosse comme un malade en fait pour être à ce niveau parce que j'ai vu que c'était un niveau supérieur. Absolument. Donc, question de te réévaluer à tout bout de champ et de voir comment tu peux aller... Une remise en question. Une remise en question, absolument. Absolument. Mais une autre question m'intéresse par rapport à cet intérêt, c'est la place justement de l'éloquence, comme je l'ai souligné tantôt, dans le métier d'avocat. Mais avant d'y arriver, on va rappeler, si vous voulez, des définitions classiques. On parle de l'art de bien parler pour définir l'éloquence, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader. Ce sont, comme je l'ai dit, des définitions classiques. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est être éloquent? Pour moi, être éloquent, c'est être dans son élément. Parce qu'en fait, si on aborde la question de l'éloquence, vous aviez évoqué les définitions classiques, Quintilien, Démosthène, Cicéron, ceux qui nous ont précédés les ont évoqués avant. Mais en fait, il y a une éloquence en tout. Et c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que j'aime en fait. Un avocat, c'est un homme de parole. L'avocat,
vit de sa parole. On me dira qu'il y a des avocats de consultation, on me dira qu'il y a des avocats qui n'ont jamais été au tribunal, qui n'ont jamais plaidé de toute leur vie et qui sont quand même de grands avocats. Je suis d'accord, mais par rapport à la quintessence même du métier qu'on fait, c'est un métier de parole. Et c'est avec notre parole qu'on arrive à faire libérer des gens. C'est avec notre parole qu'on arrive à changer le cours des choses. Parce qu'en fait, l'éloquence de l'avocat, c'est un outil incontournable. Un avocat qui n'est pas éloquent, c'est un avocat qui manque, en tout cas à mon sens, à les raisons pour lesquelles même l'avocat existe. Je me souviens de cet avocat qui disait que lorsqu'on défend une cause perdue, on n'a pas le droit à l'erreur et que l'avocat du malheur se doit d'être éloquent. Et la plupart du temps, nous défendons des cas impossibles, des cas, si je me permets de revenir sur le concours, le mec que j'avais défendu, il s'appelle Saïf Ul-Moulouk, il défendait Asia Bibi. Asia Bibi au Pakistan, vous connaissez cette histoire. Asia Bibi a été condamnée pour blasphème, tout simplement parce qu'elle a bu de l'eau d'un puits. Et on a dit que tu n'es pas musulmane, tu n'aurais pas dû en boire. À cause de toi, l'eau est souillée maintenant. Elle a été condamnée à mort, tout simplement parce qu'elle a dit que ce sont des absurdités à croire qu'on peut souiller de l'eau tout simplement en la buvant. Lui, il l'a défendu envers et contre tous, dans un pays où la religion fait corps avec l'État, en fait. Donc, du coup, pour défendre ce genre de cause, pour amener les gens, pour renverser les mentalités, il te faut beaucoup d'éloquence. L'éloquence qui est une vertu, l'éloquence qui est à la base ce que nous enseignaient les autres aînés, dochéri, moveri, délectare. Cette éloquence, elle doit porter, cette éloquence doit accompagner l'avocat. Pour moi, l'éloquence de l'avocat, ça fait partie de sa personne. Et il y a plusieurs formes d'éloquence. On me dira que je n'ai pas une belle voix, mais on peut être éloquent sans avoir une voix qui porte nécessairement. Parce qu'en fait, la question de l'éloquence, c'est ça touche à l'âme, ça touche à la personne elle-même. Je connais des gens qui ont des voix, qui ont des graves, comme on disait, des personnes qui sont nées avec des cuillères en or dans la bouche, donc des personnes qui ont les facultés naturelles dès la naissance. Mais il y a des gens, c'est le résultat de leurs travaux, c'est le résultat de... Mais il y a plusieurs formes d'éloquence. Est-ce que vous êtes en train de nous définir l'éloquence pour vous par le contenu de la parole, puisque vous minimisez un peu je dirais, capacités, potentialités naturelles comme la voix, le ton, etc. Mais c'est plutôt le contenu de la parole, ce que vous portez, les phrases que vous prononcez, les mots qui viennent, qui sortent de votre bouche au moment de la prise de parole. C'est ça pour vous l'éloquence? L'éloquence, c'est un tout cohérent, c'est un peu de tout ça. Parce qu'en fait, si on peut avoir un beau discours, un beau message, s'il n'est pas bien transmis, s'il n'est pas exprimé avec clarté, s'il n'est pas exprimé avec précision, s'il n'est pas exprimé en respectant les règles de l'art et de la parole efficace, le discours peut être beau à la base, mais il ne portera pas. Mais le contenu de cette parole, c'est la littérature juridique, c'est une maîtrise de la procédure, c'est une maîtrise de la jurisprudence, c'est tout ça. C'est un peu de tout, c'est un peu de culture également. Et quand je parle à mes confrères, je leur dis, mais des fois, des confrères me disent que le droit est autosuffisant et que le droit en lui-même peut résoudre tous les problèmes. Moi, je pense que non. Parce qu'en fait, pour embellir le discours, il faut un peu de culture générale, il faut un peu de cette approche littéraire que vous évoquiez tout à l'heure avec Marc Bonin et avec les autres. Mais l'avocat, plus que tout le monde, ne doit pas se contenter à émouvoir et à plaire. Il faut que l'avocat arrive à convaincre. Et ça fait partie de son éloquence également parce que tu dois convaincre. Comment est-ce que tu vas emporter la conviction des gens si dans le contenu, ton discours n'est pas solide? Donc pour moi, l'éloquence, c'est un peu de tout ça. C'est dans la forme, c'est dans l'élocution, c'est dans le débit, c'est dans l'articulation, c'est un peu de tout ça, mais avec beaucoup de contenu. Mais cette parole éloquente, cette élégance du dire, si vous le permettez, c'est qui le destinataire? Cette parole de l'avocat, à la barre en particulier, il concerne qui? Qui doit-on convaincre? J'adore cette question parce qu'elle me permet de revenir à une question fondamentale dans les plaidoiries des avocats, quand les avocats plaident. Certaines fois, les avocats défendent des êtres
humains, des individus sans défendre des causes. Par exemple, Jacques Vergès aime dire que moi, je ne défends pas le terrorisme, je défends un terroriste. Je ne défends pas la terreur, je défends un être humain. À ce moment, l'avocat défend un individu et à ce moment, il n'a que d'auditoire, même si la foule peut être emballée, mais que le juge. Parce qu'à partir de ce moment, c'est le juge, ce sont les jurés que dont l'avocat cherche à emporter la conviction. La responsabilité d'une âme. Voilà. Mais certaines fois, les avocats défendent des causes également. Ça ne nous arrive pas souvent, mais il nous arrive de défendre des causes. À partir de ce moment, quand on défend des causes, on s'adresse à tout le monde. Par exemple, Gisèle Halimi, quand elle a plaidé contre la France rétrograde, qui empêchait aux femmes de disposer librement de leur corps, Gisèle Halimi a posé les prémices de la dépénalisation de l'avortement en France. Robert Badinter, on aime le citer. Quand Robert Badinter a plaidé pour Patrick Henry et a obtenu du jury de Troyes le verdict de clémence, il a initié la lutte contre la peine de mort en France. Et en portant ces paroles, l'avocat s'adresse à tout le monde, s'adresse à la société. Et à partir de ce moment, c'est toutes les âmes qui sont ciblées, pas uniquement celles des jurés ou celles du juge, mais de tout le monde, parce qu'à partir de ce moment, nous portons des causes. Et combien de choses se sont passées dans nos plaidoiries? Combien de situations se sont inversées dans les prétoires? Parce que l'histoire s'écrit également dans les prétoires. Absolument. Mais qu'est-ce qui est plus difficile? Je vous donnerai l'occasion de continuer sur cette réflexion-là. Mais le plus difficile, c'est quoi? De plaider, de défendre l'âme d'un individu, sa liberté, ou défendre une cause? Qu'est-ce qui est plus difficile en réalité? En fait, je ne voulais pas me positionner pour dire ce qui est plus difficile ou pas, mais parce qu'en fait, les causes, elles sont différentes les unes des autres. Par exemple, tu peux défendre un cas à ton sens ou au sens de tout le monde très compliqué et tu arrives décontracté, tu le défends. Alors que tu peux défendre un autre cas pour lequel il y a moins d'intérêt et tu es plus stressé à l'idée de le faire. Et ce sont les témoignages des grands ténors, que ce soit ceux d'Haïti, je parle de ceux que j'admire beaucoup. On va en citer quelques-uns tout à l'heure. Ouais, d'accord. Laissez-moi rester dans la pédagogie de mon émission. Parce qu'en fait, c'est sur les questions Pour moi, il n'y a pas de cause plus facile que d'autres. Mais je pense, en tout cas, que si on veut défendre un individu, des fois, c'est plus difficile que défendre une cause. En défendant un individu, il se pourrait aussi qu'on défende une cause, voilà, j'imagine. Voilà, et c'est cela. Quand on défend l'individu, quand on défend la cause, c'est plus facile. Parce que ta plaidoirie, à partir de ce moment, elle est globale, elle emporte sur le genre humain, c'est plus facile. Mais quand tu défends un individu, tu essaies de le ramener dans la communauté des hommes. Parce que c'est ça également l'avocat. Qui est en jeu. Même si c'est le pire des salauds, même si c'est le pire des criminels, tu as pour obligation comme avocat de ne pas l'envoyer en enfer. Ton démon, tu dois aller le chercher et le ramener dans la communauté des hommes. Et à partir de ce moment, c'est plus compliqué. Parce que si tu prends le dossier d'Abdelkader Mira très récemment en France, Éric Dupond-Moretti a été confronté à toute la société française. Ça aurait été plus facile pour lui de porter une cause comme la dépénalisation de la peine de mort que de défendre quelqu'un qui est détesté par tout un pays. À partir de ce moment, cet individu dont tout le monde veut la tête, lui, il s'attelle à le défendre contre la société à laquelle lui, il appartient. Donc, à partir de ce moment, cet effort pédagogique est très compliqué parce que tu dois défendre l'individu en essayant de le dissocier de la cause. Et certaines fois, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec beaucoup de clarté, c'est très compliqué. Et c'est à partir de ce moment que l'avocat doit se découvrir, c'est à partir de ce moment que l'avocat doit puiser dans ses derniers retranchements pour aboutir à des verdicts satisfaisants, à des acquittements, et c'est possible. Nathan Laguerre, comme avocat, prix Mario Stasi, prix de l'éloquence et à la base, si vous préférez, à Paris, quelles sont vos armes particulières? Qu'est-ce qui vous arme? Parce que j'imagine aussi, et vous l'avez précisé, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que ces potentiels naturels, mais vous avez vos propres armes pour être cet avocat éloquent qui porte la parole, qui convainc. C'est quoi vos armes? Si on me demandait mes armes, je commencerai par mes faiblesses à la base.
Je disais avant, au début de l'émission, que j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer quand j'étais petit. Donc, j'ai des défauts d'articulation naturelle parce que j'ai les lèvres sèches. Donc, j'ai dû bosser énormément et avec les techniques des journalistes, en mettant des crayons dans la bouche. Parce qu'en fait, c'était très compliqué pour moi à la base. Et si je veux parler de mes armes, c'est que j'aime la crédibilité. J'aime la crédibilité parce que je ne défends pas les causes dans lesquelles je ne me retrouve pas. Et à partir de ce moment, quand je défends des causes dans lesquelles je me retrouve, ça devient plus facile pour moi. C'est comme la crédibilité pour moi, c'est une arme fatale parce que je me retrouve dans mes causes. Et à partir de ce moment, comme les causes que je défends, je me retrouve dans ces causes, donc ça devient pour moi plus facile. C'est comme si je défendais ma propre cause. Mais il y a pour moi une certaine, je ne dirais pas incohérence, mais une nuance qu'on va essayer d'étayer ensemble. Parce que naturellement, selon certains, et de grands avocats en particulier, la parole de l'avocat peut être juste dans le sens de la vérité qu'elle porte, dans le sens de sa justesse, mais aussi elle peut être une parole efficace, pas forcément vraie. Donc, quand vous dites que vous vous retrouvez dans cette parole, on va dire, dans cette pensée de défendre quelqu'un ou de défendre une cause avec laquelle vous partagez les valeurs, ce n'est pas forcément ce que doit être l'avocat, j'imagine. Parce que je vais peut-être permettre aux auditeurs de savoir aussi qu'on n'est pas toujours censé, en tant qu'avocat, dire la vérité vraie. Je suis d'accord avec toi, mais avec une nuance, en fait. Il ne faut jamais associer l'avocat, il ne faut jamais assimiler l'avocat à son client. Ça, ce sont des choses de base. Quand tu viens au prétoire, à la base, tu viens défendre quelqu'un. Mais quand je dis que les causes pour lesquelles je me bats, les causes que je défends, je me retrouve dans ces causes, l'avocat a ce qu'on appelle la clause de conscience, en fait. Par exemple, si quelqu'un est accusé de quelque chose qui, à mon sens, j'estime que je ne peux pas défendre quelqu'un qui a commis tel type d'infraction, je peux invoquer. Mais comment savoir qu'il a commis tel acte ou elle? Même si, en fait, à la vérité, c'est que ça me permet d'aller au fond des choses. Parce que l'avocat ne cherche pas à savoir si la personne est coupable ou si la personne est innocente. Là n'est pas la question. La question est de savoir, est-ce que si elle est coupable, sa culpabilité a été bien établie. Et c'est ce que les gens qui critiquent les avocats généralement disent, que en fait, le mec, il a fait ci, il a fait ça, toi, tu es venu. Donc, travail avocat, pour nous dire en créole, ce n'est pas pour dire que notre caméraman Emmanuel n'a pas été sur le lieu du crime ou ne l'a pas commis, le crime en soi, mais c'est que est-ce que culpabilité que vous voulez imputer là, est vraiment bien établie? Est-ce qu'elle est bien établie? Parce qu'en fait... Est-ce que vous prouvez vraiment que le coupable? Travail, c'est démanteler les arguments, partie et civile là, par exemple, ou bien monde qui peut des ministères publics là. Parce qu'à la base, il faut nous aller dans les principes généraux. Les principes généraux, la présomption d'innocence. Et le doute qui doit profiter à l'accusé. La charge de la preuve. Toute bagaille ça, ce n'est pas nous-mêmes comme avocats qui inventons, ce sont des instruments qu'il a à la base pour servir la cause des individus. Donc du coup, arriver au prétoire, c'est sur la présomption d'innocence que nous jouons, c'est sur le doute favorable, c'est sur la preuve, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de preuve, il ne peut pas y avoir de condamnation. Donc, et Dupond-Moretti dit, et j'adore cela, il dit tout le temps que entre la civilisation et la barbarie, la seule différence, c'est la règle de droit. Et dès que nous négligeons la règle de droit, nous plongeons dans la barbarie. Donc, du coup, les avocats ne sont pas là pour venir au tribunal pour dénaturer les faits, pour mentir. L'autre pour établir, pour moi, nécessairement avocat, mission, ce n'est pas venir gagner pour ça. C'est ça que vous voulez montrer. Bon, en fait, gagner pour ça, c'est peut-être une façon pour exprimer, mais nous-mêmes, nous surtout assurer que la personne que nous défendons, ses droits ont été respectés. Est-ce que les garanties judiciaires auxquelles la personne a droit, est-ce que ces garanties-là ont été respectées? Par exemple, si on dit que pour mon, il a arrêté
par exemple, classique avant, les recours en habeas corpus que font les avocats, même si ce n'est pas sur le fond, mais c'est sur la forme. La loi haïtienne dit pour arrêter un monde, en dehors des cas de flagrance, il faut un mandat, par exemple. La loi haïtienne dit qu'on l'heure pour mandat à exécuter. La loi haïtienne dit si on est en détention, il y a un délai pour le passer devant le juge. Mais quand si toute bagaille ça ne pas respecté à la base, l'avocat ne peut pas venir pour venir sur le fond. Peut-être que ça reproche à Davidson Saint-Fort là son bagaille normal, mais si dans la forme, si les procédures n'ont pas été respectées, c'est à nous autres avocats de faire valoir ces violations des droits de l'individu et c'est à partir de cela que nous avons l'idée. Donc, pour revenir à l'éloquence, il faut d'abord être maître des procédures, voilà. Maître des règles établies, maître de la littérature juridique avant d'être éloquent. C'est de passer de juriste à avocat. C'est ça le chemin, le carrefour qu'il faut traverser. En fait, l'éloquence, c'est le carrefour entre le juriste et l'avocat. Parce qu'en fait, une éloquence, pour moi, une éloquence sans contenu, c'est de la grandiloquence. C'est de la grandiloquence, comme cela, vous êtes agréable à l'oreille, mais à la base, les gens ne retiennent absolument rien et tu n'arriveras à convaincre personne de cette façon. Et ça me permet de revenir sur les fondements de l'éloquence, sur les bases, sur la question du tract. La meilleure façon pour quelqu'un de se débarrasser de son tract, c'est la préparation. C'est la préparation. Et quand tu prépares ton dossier, tu maîtrises ton dossier, tu peux plus facilement porter un message qui soit à même de toucher les gens. Parce que vous avez un contenu. Voilà, parce que vous avez un contenu et ce contenu a été obtenu à force des travaux que vous aviez effectués. Voilà. Donc du coup, c'est pas... Les réflexions vont, des fois, sont mal portées parce que des fois, on accuse les avocats de tous les maux sans pour autant savoir le sens de ce que nous faisons. Et même si la personne elle est coupable, même si la personne plaide coupable, parce qu'en fait, il y a des procédures dans lesquelles la personne arrive et dit, bon, moi-même, ce dont on m'accuse, je l'ai fait. Donc, cette personne plaide coupable. Donc, il n'est même pas question de dire, est-ce qu'il y a vérité ou est-ce qu'il n'y a pas. Mais cette personne-là doit avoir une défense. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour accompagner les gens, c'est pour les défendre, envers et contre tous s'il le faut, mais en restant accroché à nos propres convictions. Donc voilà pour moi l'avocat de tous les défis, l'avocat de tous les dangers. Parce qu'en fait, tu auras des inimitiés en agissant ici. On va... Allez-y. Quelqu'un qui est détesté, quelqu'un qui est livré à la vindicte populaire. Je me souviens de Véronique Chauveau. J'ai eu la chance de rencontrer cette grande avocate à Paris. Elle me disait qu'elle a fait le concours du mémorial de Caen en 1991 et elle avait plaidé pour Elena Ceausescu, femme du dictateur roumain Ceausescu, qui les deux ont été livrés à la vindicte populaire. En fait, elle me disait qu'après sa plaidoirie, quelqu'un est venu près d'elle et la personne a dit « Je vous déteste. À cause de vous, j'ai pleuré pour Elena Ceausescu. » Parce qu'en fait, c'est ça. Toucher l'âme des gens, Voilà. changer les convictions préalables. Renverser les mentalités s'il le faut. Parce que j'évoquais avec vous la question de la peine de mort, la question de l'avortement, mais il y a beaucoup de mentalités qui ont été renversées à travers les plaidoiries des avocats. Et c'est pour cela, des fois, que au barreau de Port-au-Prince notamment, je sais qu'il y a un combat pour que les jeunes avocats ne partent pas au tribunal sans avoir préparé préalablement leur dossier. Parce que tu ne peux pas avoir un discours efficace si, en amont, ton travail n'a pas été efficace. Et quand on parle de l'éloquence, certaines personnes aiment évoquer la question de l'improvisation. Je pense qu'il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a d'improvisation qu'une bonne préparation préalable. Et c'est ce qu'on demande aux avocats, c'est ce qu'on demande aux jeunes avocats, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Par exemple, vous êtes un journaliste respecté, vous n'aviez pas eu le prix Chaffanjon pour rien. Mais je suis certain qu'à chaque émission, vous vous préparez. À chaque émission, s'il faut même que vous faites une simulation, vous le faites pour être dans votre élément et pour être efficace au moment d'aborder les questions. Mais si on pense qu'on est déjà très bon et qu'on n'a pas besoin de préparation, on n'arrivera jamais d'une part à être efficace, mais à dompter ce tract. C'est la préparation qui dompte le tract. Et quand tu sais que tu as bien préparé, que tu sais que ton travail est impeccable, à partir de ce moment, le tract partira de lui-même.
Et si tu me permets, je me permets de te tutoyer. Allez-y, sans problème. Je me souviens de ce comédien français qui avait un apprenti et qui lui disait que je n'ai pas de trac. Et puis il a ri et il lui a dit, t'inquiète pas mon garçon, ça viendra avec le talent. Parce qu'en fait, le trac, il est partout. Mais il ne sera dompté qu'avec de bonnes préparations. Et quand on s'exerce à l'art de la parole, il ne faut jamais rater une occasion d'être bon en fait. Il ne faut jamais prendre les choses à la légère, minimiser et se dire « Ah bon, j'ai fait 1 million de gros procès, donc il n'y a pas de problème. » Mais non. En parlant de préparation, j'ai cité Marc Bonan tout à l'heure et il a un discours qui veut que l'avocat ne soit pas qu'un professionnel. Ouais. C'est quelqu'un qui exerce un sacerdoce. Et dans cette préparation à l'éloquence, il parle de culture, de littérature. Vous vous penchez sur quoi, vous, Nathan Laguerre, pour être éloquent? Parce que ce prix le dit par lui-même que vous avez des capacités d'éloquence extraordinaires. Vous avez été à Paris remporter un prix et vous l'avez précisé parmi des gens qui ont des pas en avance sur toi. Mais ça a été quoi on parlait de vos armes tout à l'heure, mais en termes de littérature, quelles sont vos armes? En fait, déjà, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire des peuples m'a toujours fasciné, l'histoire des civilisations. C'est quelque chose qu'on retrouve généralement dans mes discours, ceux qui me suivent énormément. Il y a beaucoup d'histoires dans mes discours. Et sur les questions de littérature également, c'est, comment dire, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup à la poésie. Et donc, j'écrivais. Et aujourd'hui encore, je lis les grands poètes, les Paulo Coelho, déjà ceux de l'Antiquité. Mais en Haïti également, je lis les romans de Lionel Trouillot, de Gary Victor, je les déchire. Mais je pense que l'histoire et la poésie sont mes 2 principaux atouts. En tout cas, dans la construction de mes discours, il y aura beaucoup de poésie. Il y aura beaucoup de philosophie également. Et surtout de philosophie politique et de philosophie du droit. Dans mes discours, je pense que ce sont ces 3 éléments que tu vas beaucoup voir. Il y aura beaucoup d'histoire, l'histoire des peuples, notamment l'histoire des civilisations, de l'Antiquité à nos jours. Il y aura dans mes discours beaucoup de philosophie du droit et de philosophie politique et beaucoup de poésie en fait. Donc je pense que, et de temps en temps, comme je vis d'autres passions dans la vie, le football par exemple, c'est l'une de mes passions, tu peux trouver dans mes discours des passages qui ramènent au football et à d'autres choses. Parce qu'en fait, la plaidoirie, c'est un peu de tout ça. C'est un peu le credo littéraire d'Edir Villers qui disait « Prends cet or, cet argent épars et refonds-les aux causettes de ton âme ». Parce qu'en fait, la plaidoirie qui sera efficace, la plaidoirie qui sera complète et totale, c'est cette plaidoirie qui tiendra compte de tous ces éléments. Et si tu n'as pas une bonne culture générale, tu ne peux pas écrire véritablement. On trouvera que ton discours est sec, que ton discours est raide, qu'il n'est pas fluide, qu'il n'est pas limpide. Et cette limpidité, ces ornements, ce sont les autres disciplines, la sociologie du droit. Parce qu'en fait, il te faut de tout ça. Tu arrives aux assises, tu plaides pour quelqu'un qui est accusé d'infanticide, tu ne plaideras pas et ce cas uniquement avec les articles du code pénal. Ça ne passera pas. Il faut que tu as un jury en face de toi, tu dois faire la radiographie de ce jury pour dire mais quelles sont leurs provenances, quelles sont leurs affinités, quelles sont leurs manières de penser. Tu dois aller jusque-là. Et le jury, en fait, quand il décidera, doit être face à ses responsabilités, face à lui-même. Et comment amener ce jury à être face à lui-même? C'est en mettant dans ton discours tous les éléments qui font qu'il puisse se retrouver. Mais si tu arrives avec un discours d'initié, ta plaidoirie sera appréciée uniquement par les avocats. Ta plaidoirie sera... Et ce sera pour la galerie. Voilà. Venons-en sur les faits, sur le terrain, sur nos tribunaux. Et du point où on en est avec notre système judiciaire, Nathan Laguerre, vous qui êtes avocat au barreau de Port-au-Prince, gon idée reçue que je dis en fonction de genre système judiciaire haïtien fonctionner,
par rapport à la corruption, par rapport à l'intimidation qui existe au sein des tribunaux, on n'a plus besoin d'être véritablement éloquent pour être un bon avocat. J'ai dit bon, mais pas grand avocat. Pour être un bon avocat, c'est-à-dire permettre à le plus de clients possible de profiter du procès. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de, je dirais, rejeter cette assertion qui veut que, jeudi, puisque nous avons un tribunal qui est forcément basé sur corruption et sur intimidation, sur népotisme, et donc plus besoin d'être éloquent. Vous voulez être éloquent. C'est quoi l'intérêt? Bon, en fait, je ne vais pas le rejeter. Je ne vais pas rejeter de revers de main Sordio parce qu'à la vérité, il y a beaucoup de corruption dans notre système. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et c'est le combat de tous, en fait. Mais je ne vais pas dire qu'il y a de bons avocats sans qu'il n'y ait pas nécessairement de bons plaideurs. Nous avons précisé à la base que avocats, il y a des avocats consultation, qu'il y a des avocats, ils parlent dans le bureau, ils parlent dans le tribunal vraiment. Donc nous respectons le travail tout avocat. Ça. Mais il y a des dossiers, par exemple les questions liées à la défense, tu ne peux pas les porter si tu n'es pas éloquent. Il y a plusieurs formes d'éloquence, nous entendons nous sous lui. Donc tout le monde n'est pas obligé, même gens. Par exemple, il y a des avocats éloquents comme Bertrand Perrier qui sont dans la forme. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement aussi attachés à la forme, mais qui touchent un peu de tout élément, mais qui arrivaient très éloquents malgré ça. Thierry Lévy, par exemple, ce n'est pas un avocat qui insistait beaucoup sur la forme, mais il était diablement éloquent. Donc, je me songeais, et m'a évoqué ça, c'est peut-être la première fois que m'a évoqué ça en public. Je me songeais que... C'est ce qu'est l'option de la facilité, la forme, de trouver les arguments sur la forme, sur la manière dont le dossier a été porté et non sur le contenu. Tu as évoqué Marc Bonan tout à l'heure, je me songeais Marc Bonan dans un procès fictif, Les Fleurs du Mal. Il était Bertrand Perrier en face, justement, comme un monde qui reconnaît que la forme, la Kaili, plus influente que le fond. Et puis, je te dis, Bertrand Perrier, que où il veut faire mon riz, au grand peu l'humour, et dans la forme, au parfait. Je te dis, Bertrand Perrier, que l'humour, c'est bagaille que monde qui peut arriver à convaincre monde et l'on pas faire monde, l'on pas convaincre monde ou faire mon riz. Bon, un peu pour le charrier, Bertrand Perrier qui était contradictoire, mais on ne peut pas jamais négliger la forme parce que le contenant est très important. On ne peut pas prendre un bagage de valeur pour mettre le vaisseau sale. Pour moi, un discours qui pas embrasser la forme, c'est un bagage de grande valeur qu'on mettait dans le vaisseau sale. Mais les mêmes insister sur ça, c'est qu'on n'est pas obligé dans cette éloquence éloquente, côté chaque grain de mot qu'on a dit, dans la mâchoire là, chaque grain d'articulation, mais arriver, en tout cas, à mon sens, gagner sur tout. Et c'est ça qui est capital là. Donc, du coup, pour moi, je t'ai évoqué une question tout à l'heure, je voulais retourner sur lui. Je me songeais, j'étais dans le palais de justice et son plaidoyer qui marquait aujourd'hui encore. Je disais, ouais, maître Samuel Madistin, qui t'a défendu le procès des frères du Verseau, je ne sais pas si vous procès ça. Absolument. Un plaidoyer qui était long de presque 1h30. C'est des bagailles qui façonnaient le parcours d'un jeune avocat. C'est des bagailles qui ont marqué à jamais. J'ai la plaidoirie de Maître Osner Février pour Jude Célestin dans le contentieux électoral. Ce sont ces plaidoiries qui font que leurs jeunes avocats et que ont initié à métier pour dire waouh, voilà l'idéal, voilà vers qui ça me donne aspirer les gagner un certain âge et on peut évoquer un paquet d'autres confrères, que ce soit le bâtonnier Gaston, qu'on prend Maître Napoléon Lotieu, qu'on prend Jacques Létan, c'est des avocats. Plus besoin de vous demander quelles sont vos références. Donc, ce sont des avocats qui t'influencent à la base. Donc, pour moi, un grand avocat, c'est un dans le tribunal. Et le travail en amont, c'est très bien. La préparation du dossier, c'est très bien. Mais quand on est arrivé devant le jury, quand on est arrivé devant le juge, quand on est arrivé devant le contradicteur, et puis pour emporter conviction, pour moi, c'est ça l'idéal. Et aussi longtemps qu'un avocat qui est brillant, aussi longtemps qu'un avocat qui est très efficace, aussi longtemps qu'un avocat qui a négocié très bien, parce que nous ne pouvons pas négliger
tous ces aspects de la vie de l'avocat, mais au prétoire, c'est là qu'on attend les avocats au tournant. Au prétoire, c'est là que les grands avocats naissent. Après, on a fait l'autre bagaille, mais tout avocat, n'importe qui qu'on recevoir, il a dit que ma vie a changé à partir d'un procès. Et c'est en dans le tribunal là que grand avocat prend naissance. Et pour moi, m'a toujours estimé un avocat qui fait un pile succès, mais m'a toujours j'ai beaucoup plus d'estime pour un avocat qui arrive gagner des équipements, qui arrive mettre calor circule, n'a pas évoqué. Mais ce sont des lions en fait, ce sont des ténors qui font que ou même comme jeune avocat qui venu, ça a inspiré. Et pour moi, on a toujours fait corruption souvelée, on a toujours imbattable avec juge souvelé, on a toujours dans des pratiques malsaines souvelées. Mais on a gagné la peur des gens, on a gagné la crainte des gens. Mon papa, j'aime gagner le respect. En termes de sur la question de notre système judiciaire aujourd'hui et au regard de la profession d'avocat, du fonctionnement de nos tribunaux, notamment en ce qui concerne nos avocats, est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité de redéfinition ou bien on rappelle sur les valeurs que doit porter l'avocat? Vous avez parlé tout à l'heure du sens de la parole, de la valeur de la parole, et soit constaté en termes de réalité dans le tribunal et je dis à les parents secrets que gagnent ont effritement par rapport à considération mon gain pour avocat parce que je dis à se dire avocat et ou risquer dépendamment de dans quelle circonstances vous trouvez, c'est aussi la réalité du journalisme, je ne me cache pas. Donc ça fait que et certaines fois, on est quand même victime pour rien parce qu'il y a une projection, il y a une perception de ces professions-là. Et regard au gain, je dis, en termes comme jeune qui a évolué et qui a armé de valeurs et de capacités pour avancer dans le métier, ça, votre conception, les renvoyer à envoyer qui message bah, les gens qui sont intéressés à média et par rapport à la société en général? Bon, en fait, la question, ça est compliqué pour plusieurs raisons. Je vais l'expliquer. C'est un peu mon histoire. Je me souviens le fin de l'école et que mes parents voulaient que je sois médecin parce que les définis j'étais un peu jeune et puis maman, papa m'ont voulu que médecin. Et là me dit que c'est droit que m'avait étudié, que c'est soit un avocat ou bien un journaliste. Et puis je me souviens papa, c'est pour les femmes dire ça et s'il a regardé l'émission, je ne suis pas fâché. Il dit pour les bagailles qui gagnent et ben voler à même besoin d'apprendre. Donc je me souviens de cela. Mais justement, il y a cette perception. Elle est grandissante. Je pensais supposer papa même question. Je dis, il pas gagner même conception. Parce qu'en fait, et me remercier le barreau de Port-au-Prince pour cela parce que la situation est compliquée, nous ne pouvons pas le cacher rien, c'est très compliqué. Dans nos cours et nos tribunaux, en pile la justice, la vend aux plus offrants, mais il y a des juges très honnêtes, il y a des parquetiers très honnêtes et il y a des avocats très honnêtes. Et je voulais saluer le barreau de Port-au-Prince, notamment, je vous dis, sur les questions d'éthique. Ils ont insisté sur ça. À l'école du barreau, on a un cours d'éthique et de déontologie qui montrent les bonnes pratiques, les questions de secret professionnel, les questions de corruption, les questions de conflit d'intérêts. Ils forment avec bagaille ça et ils font des exigences pour que ou pas entrer dans les mauvaises pratiques. Et je voulais saluer le travail, par exemple, du BDHH en cette matière, quand il a insisté chaque jour auprès des acteurs pour que c'est les bonnes pratiques qu'ils mettaient en avant. Et de ce point de vue, nous sommes conscients que la situation elle est catastrophique. Mais on peut arriver à exister sans qu'on pas prêter à mauvaise pratique. Ça, on prend le bon exemple, pas moi personnellement. Certaines fois, j'ai des gens à l'étranger, des amis qui m'appellent pour me dire « Ah, mais là, nous avons besoin l'homme de mon nom pour qui ça. Ah, j'ai besoin de divorcer avec madame là, mais il faut me faire sans le pas connaître. Donc, il faut que son divorce par défaut pour ta faire pour moi. Bah, ce sont des clients qui te demandent ça. Donc, du coup, il y a deux possibilités. Soit on cède aux sirènes de la corruption, ou fait, ou bien on dit que ah, on ne peut pas faire ça comme ça, parce que de toute façon, pour moi, ils sont déloyaux. On peut demander un bon fond bagaille déloyal et de ce quoi illégal, parce qu'on peut souffler à comparer bagaille ou refuser. Et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est que je me dis et personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je toujours refusé au moi-même parce que je connais quelque part que déjà on a fait
on mal avec les gens qui sont victimes de ça, parce que quelque part, soit fait dans le dos, mais on atteint une conviction. Tout. Et à la base, il faut que tu aies tes propres convictions et il faut que chaque jour, je vais fonctionner dans le tribunal, là, je vais fonctionner avec client, je vais fonctionner avec confrères, ou agir pour que conviction, ça le respecte. L'avocat doit avoir une conscience. Voilà. Il faut qu'on ait une conscience et une conscience qui est formée à partir d'un ensemble de valeurs. Et parlant de conscience, certaines personnes croient que la crise qui existe aujourd'hui au sein des tribunaux de Port-au-Prince, notamment avec le conflit qu'il y a entre le parquet et le barreau, gagne un problème de conscience justement qui est posé, ou même comme avocat au partagé. Problème de conscience à quel niveau? Par rapport aux justiciables qui paient le prix d'un conflit qu'ils ne sont pas dans lequel ils ne sont pas partis. Ok. En fait, moi, on voit autorisé par rapport à cela. Ça veut dire qu'il y a le conseil de l'ordre, il y a le bâtonnier, il y a les conseillers de l'ordre qui peuvent donner, en fait, qui peuvent répondre de questions ça, mais avec la voix autorisée. Ma voix n'est pas une voix autorisée, mais j'ai mon opinion sur la question. Et on connaît Davidson. Quand on défend, quand on gourmet contre l'arbitraire, en pile fois, on ne va pas dire que tous les moyens sont bons, c'est trop fort. Mais il y a des fois, il faut qu'on prenne des mesures drastiques. C'est vrai que le cas a gagné des conséquences désastreuses sur certains mondes, qui a gagné des victimes collatérales. Mais, par exemple, comment on a protéger les clients contre l'arbitraire si nous-mêmes nous ne pouvons pas protéger nous contre lui? Donc, du coup. Donc, par ricochet, c'est aussi une bataille pour les clients. En fait, voilà. Parce que si vigile là, si monde qui avant-gardiste état de droit, lui-même, s'il est victime, il n'a pas qu'à joindre justice, et client lui-même. Je viens de vous vendre un argument. Donc, donc du coup, c'est. Ben oui, c'est ça également l'avocat. Il faut le saisir les autant et un bâton pour le cas Kembel. Mais et vraiment, à Paris par exemple, et j'avais évoqué la question de la grève des avocats dans ma plaidoirie. À Paris, actuellement, pour un projet de loi qui est adopté, qui gagne des bagages là-dedans, qui est contraire aux garanties judiciaires, qui est contraire aux droits de la défense, presque tout avocat en France, dans toutes les juridictions, il est presque en grève. Il y aurait l'opération justice morte, il y a campé, il y a dénoncé la loi et au final, le Parlement obligé de faire un sursoir sur l'examen de la loi. Donc du coup, c'est un peu partout. Et combat pas même tout côté. Il prend des proportions différentes, dépendamment de qui côté, mais il toujours fait appel à des moyens forts. Par exemple, un avocat peut, à la base, ne pas être d'accord avec la résolution qui a été adoptée. J'ai peut-être mon opinion sur la question, chaque avocat qui pas peut-être qu'à la base, on n'est pas d'accord, on a dit, bon, et peut-être que tu dois gagner un service minimum, peut-être, ou tu as fait un paquet de considérations. Mais il y a cette obligation qui nous lie en tant qu'avocat, dès que la résolution elle a été adoptée en Assemblée générale, on vient lier au même comme avocat. Et c'est ça qui parle pas de la question. Et heureusement, nous sommes sur route pour nous jouer un dénouement, nous tout avons souffert. Et moi, je dis ça, je dis, ce n'est pas seulement les clients qui souffrent, les avocats souffrent également. Parce que c'est un peu notre métier, c'est comme si c'est notre travail que nous n'avons pas faire encore. Donc du coup, on comprend que ça gagne de bagages là-dedans qui est difficile, mais ce n'est pas que ça pose pour nous un problème de conscience. Peut-être que nous faisons combat ça aujourd'hui, peut-être que nous faisons gommer ça aujourd'hui, c'est peut-être pour clients que je t'ai évoqué tout à l'heure, là, puis devant, pour que non seulement avocat, et ça me toujours dit, ce n'est pas seulement avocat que mon bagage doit battre, ce n'est pas seulement avocat que mon bagage doit maltraiter, c'est n'importe qui monde. Et la justice, elle doit être diligente pour tout le monde, à commencer par les avocats, parce que nous-mêmes, nous sommes des acteurs du système. Le système ne peut pas exister sans nous. Et c'est preuve ça qui sont gagné récemment. Avec... On a compris. Vous parlez de pérennisation du métier d'avocat, du métier de la défense, exactement. Et c'est en faveur de tout le monde. Mais pour terminer cette émission, on attend la guerre. Vous êtes prix Mario Stasi de l'éloquence à Paris. Comment vous transmettez les valeurs symboliques qui accompagnent ce prix? Il y a des projets par rapport à ça? Bon, en fait, déjà, il y a des jeunes qui gagnent des activités que je toujours soutenues depuis avant.
Et je voulais voir un clin d'œil pour M. Aelidio, qui fait comme si mettait en place une école d'éloquence et d'oratoire. Avant, j'étais toujours contribué avec eux. Je pas très longtemps, j'ai fait une formation pour eux sur la répartie chez l'avocat. Et nous avons toujours, à travers jeunes à travers l'autre jeune pour nous toujours dans le partage. Mais avant de terminer net, nous avons évoqué et sur ça même, sur cette question de transmission, parce que ça a une responsabilité tout. Il y a le Bureau des droits humains en Haïti qui a organisé un concours de plaidoirie. Il est sur la 4e édition là. Et son concours qui est ouvert à étudiants finissant en droit, qui licenciés mais qui ne sont ni dans le barreau, qui ne sont ni dans l'école magistrature et qui ne sont pas licenciés depuis plus d'un an. Donc son concours de plaidoirie sur les droits humains, qui va le faire année ça encore, et gagne jusqu'à 6 janvier pour sujet soumettre. Et après, il va faire des présélections écrites et à partir de janvier, février notamment, pour gagner les joutes oratoires, c'est un moment important. Une thématique précise? C'est sur la corruption cette année. Donc, c'est un bagage important parce qu'il va affronter une à l'autre. Donc, ça va le mettre en face de propre tête, il va le confronter à propre faiblesse. Et au final, c'est au bout de plusieurs jours, il y a un seul vainqueur. L'année dernière, j'ai eu une chance dans le jury et c'était un bon moment. J'espère que l'année, si vous faites appel à moi, que j'ai gagné une opportunité pour me faire ça, pour partager avec vous-même. Mais j'ai une obligation désormais pour que je sois toujours à la hauteur. Et au même temps, qui te remporté un prix international, on comprendre ça. Parce que des fois, ça vient faire que vous venez gagner sous une charge permanente. Donc du coup, il faut faire travail, il faut travailler, il faut travailler derrière les prix pour être dans une dimension ça et pour continuer à mener le combat. Je suis qui très engagé. Je suis très engagé. Processus d'inscription par rapport à concours ça. Et concours et BDHH là, c'est très simple. Juste à vous soumettre texte là, si allez sur page Facebook BDHH là, Bureau des droits humains en Haïti, toute modalité ou après c'est juste texte là présélection écrite là, une adresse email, vous voyez texte à la donne et puis un formulaire pour remplir, ou après remplir le formulaire là, et pour envoyer, et puis si vous retenu, parmi les présélectionnés, il y a informé. Et ça qui est important, c'est qu'il y a bien des moments de formation même pendant le concours là, pour que les jeunes puissent continuer. Donc je dis ça, qu'on n'a pas gagné pour perdu, alors qu'on gagne toute bagaille qu'on a gagné. Par rapport à vous, le nouveau défi, le prochain défi pour le prix Mario Stasi 2018 Prochain défi, j'aime évoquer tout avant que l'émission ait commencé, c'est rester moi-même. C'est rester moi-même parce que je suis un qui était qu'on vive très simplement et d'un coup, ma vie a un peu changé. Donc du coup, j'ai une responsabilité pour moi être moi-même. Et puis, comment dire, c'est continuer à porter ce combat dans les tribunaux et continuer à assister les avocats en danger dans le monde. Parce qu'il y a des pôles qui ont créé pour faire appel à des avocats engagés, pour défendre des avocats en Turquie, au Pakistan, au Mexique, en Chine ou en Tunisie. Donc, je suis associé désormais à toute lutte. Et parce que, en fait, je ne suis pas préparé à la vérité pour le prix Stasi en tant que tel. Donc, je suis toujours à exercer, je suis toujours à travailler, mais pas dans la perspective pour Mario Stasi. Donc, je pense que c'est toujours mettre au diapason pour que l'on ait une opportunité pour saisir. Et si vous parlez de défis, peut-être que la première fois, je vais évoquer ça en public, mais en paquet de bagages, première fois en public. Votre attachement pour le sport? Mon attachement pour le sport, ma grande passion, et me saluer Aïbo Post qui m'a mon espace et l'Opaïti des fois pour que moi publier des articles que m'écris sur le sport. Mais c'est un agent de joueur de football. C'est la première fois que je me dis ça en public. C'est une grande aspiration. Ou tellement provoqué finalement me dit ça. Donc du coup, c'est un agent. Donc je pense que mes prochains travaux, mes prochaines démarches sont très orientées en ce sens. Parce que je pense que le sport haïtien, il souffre de ça. Il y a un pile talent en Haïti, il y a un pile compétences, mais qui n'est pas exploité au maximum. Parce que pas gagné, accompagnement ça, pas gagné. Valorisation véritable des talents sur le plan juridique. Donc, je pense que c'est pour les prochains combats, mais toujours en amont avec mes combats pour la défense, avec Avocat Debout, organisation que je suis vice-président. C'est chaque jour que je mène des combats. Donc, du coup, c'est rester dans ce que je fais, dans ce que j'aime, et ouvrir de l'autre horizon. Parce que j'ai toujours dit, c'est que ou pas jamais gagner, ou pas jamais apprendre, le gagner véritablement. C'est perdu qu'on toujours apprendre. Et pour une fois, en tous les cas,
moi j'ai chance de gagner dans un moment que, soit, pas que je ne pas attendre, mais ce n'est pas ça qui est dans la tête. Moi, je voulais que profiter de ça pour que je fasse plus de monde, en tout cas, venir exercer, venir prendre des risques. Parce que je suis un avocat au Chine, je ne pas prendre des risques. Plus de monde pour prendre des risques, je pense à partir de cela. Et que moi-même, pour profiter de mener combat que je crois dans eux. Défendre le monde, liberté d'expression, égalité, respect des droits de la défense, la défense de la défense. Et si parallèlement à tout bagage, ça va me venir un agent de joueur de football, je suis très content. Aucune aspiration politique? En fait, en une phrase, en un mot. En fait, moi, j'ai des convictions de gauche. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai aucune aspiration politique. Mais pour l'instant... On le verra pour bientôt. Merci Nathan Laguerre de vous mettre disponible pour cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Nathan Laguerre, mesdames, messieurs, qui est prix Mario Stasi 2018, un concours d'éloquence en France, à Paris. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup et moi honoré de passer sur le plateau parce que sur Internet tout le temps qu'on a suivi. Je dis, monsieur, vous avez une chance pour me chitaner. C'est fait. Donc du coup, merci un peu. Et moi, merci tout le monde qui t'a suivi, toute l'équipe là, caméraman et qui... Pour une fois, me paraît beau garçon comme ça dans le film. Merci encore. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22, notamment à l'espace L'invité du midi. On se retrouve demain pour le prochain numéro et je vous annonce qu'on parlera budget national. Portez-vous bien et à demain.